Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. Toujours la même rengaine, les Sénégalais disent ne plus en pouvoir des scènes d'agression en marge des combats de lutte, surtout dans la banlieue. Pendant ce temps, la brigade régionale des stupéfiants de Dakar a saisi de la drogue très dangereuse pour la santé. Le ras-le-bol de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux, deux revendications majeures. La concurrence jugée déloyale des bateaux de pêche industriels ainsi que le non-respect des engagements des autorités. Suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie arrache la victoire face à la République démocratique du Congo dans les toutes dernières minutes de la prolongation grâce à un sublime but d'Adil Boulbina. La Côte d'Ivoire mène 2-0 face au Burkina Faso, c'est la mi-temps. Le Sénégal et le Mali s'affrontent vendredi à Tanger. Le développement, c'est tout de suite. Les habitants de la banlieue dakaroise continuent de souffrir d'insécurité lors des combats de lutte. Agressions, vol à main armée, menaces parmi leur lot quotidien. C'est pourquoi ils sollicitent plus de protection dans ce reportage d'Ibrahima Kamara et d'Amadouba. Tel est le spectacle désolant que vivent les populations de la banlieue dakaroise après les combats de lutte. Des jeunes armés menacent et agressent les passants. Cette dame est une victime récente. Nous sommes très fatigués. Après les combats de lutte, nous vivons le calvaire. Lors du combat de Diop 2 récemment, j'ai été victime d'une agression atroce. On m'a tout volé et pourtant j'étais dans un taxi. Ils ont ouvert la portière, m'ont menacé et m'ont tout pris. Les populations de la banlieue dakaroise désemparées sont souvent obligées de se terrer chez elles, comme si le pays est en état de siège. Lors des combats de lutte, personne ne sort. Même ceux qui travaillent sont obligés de fermer boutique. Je ne veux même pas entendre parler de ces jeunes-là. Car moi-même j'ai été victime d'une agression lors d'un combat de lutte et ils m'ont pris ma moto. En février 2025, les autorités avaient pourtant pris la décision de ne plus couvrir la sécurité des combats de lutte au lendemain du combat franc contre Ama Baldé. Après de longues négociations pour éviter la non-tenue des combats déjà ficelés, le ministère de l'Intérieur était revenu sur sa position. Malgré tout, les agressions, vols à main armée continuent de plus belle. Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, a convoqué les acteurs de la lutte ce 7 janvier 2026 pour une concertation sur la sécurité des Dakarois lors des combats de lutte. Taxer l'indiscipline sur la route, une idée du ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé. Beaucoup de Sénégalais sont en phase avec cette idée. Ces derniers pensent qu'il faut des sanctions sévères pour dissuader les récalcitrants, comme dans les pays européens. Pape Faragning, Momo Sow. Certains comportements routiers, longtemps décriés par les usagers, sont en passe de trouver des solutions durables. Concernant l'idée de taxer l'indiscipline sur la route, de nombreux Sénégalais sont en phase avec le ministre de l'Intérieur. C'est normal, certaines sanctions pour les chauffeurs qui font n'importe quoi sur la route. Parfois, tu as plus de 35 personnes derrière. Il y a des personnalités, des juges ou même des avocats. Donc, il faut beaucoup de prudence pour préserver les vies dans ton véhicule. Très normal aussi. C'est très normal l'idée du ministre de l'Intérieur pour régler certains comportements qui sont parfois inexplicables sur la route. Pour eux, les Sénégalais redoutent les sanctions pécuniaires. Cette méthode a d'ailleurs permis aux pays développés de juguler ce fléau.
On est très fatigué, vraiment. Nous ne pouvons plus vaquer tranquillement à nos occupations avec cette insécurité grandissante. Pour moi, taxer l'indiscipline n'a pas de sens. Il faut des mesures beaucoup plus sévères pour les dissuader. Vous savez, le Sénégalais n'aime pas qu'on touche sa poche. Si les taxes sont très élevées, même pour les pays, il faut l'intervention de tous tes proches. Ils vont réfléchir 2 fois avant de faire certaines bêtises. Moi, je suis très content pour ces taxes. Les citoyens interrogés interpellent également les autorités sur les cas d'agression survenant après les combats de lutte. Nous, les habitants de Pékin, nous vivons des moments difficiles après les combats de lutte, surtout ceux qui habitent à Technopole. C'est très dur, vraiment. Récemment, nous avons subi des agressions, même dans les véhicules. Moi, vraiment, je suis en phase avec le ministre de l'Intérieur pour cette décision. Taxer l'indiscipline sur la route est une idée qui peut régler une partie du problème, mais il faudra des sanctions plus sévères pour dissuader les récalcitrants, estiment de nombreux Sénégalais. À présent, ces tensions entre des transporteurs à Diamniadio, des affrontements donc ont eu lieu entre le GIE Transport Boubès et des rabatteurs, ce qui a provoqué une vive polémique au niveau du syndicat des transports routiers du Sénégal et de la mairie. Plus de détails dans ce reportage d'Abdou Diouf Diagne. Calme est revenu à la gare routière de Diamniadio après des affrontements entre des membres du GIE Jubal Transport Boubès, exploitants du site, et des rabatteurs. Le secrétaire général du syndicat des transports routiers du Sénégal accuse la mairie et la sous-préfecture d'être complices de malversations. Lorsqu'on gère des deniers publics, on doit obligatoirement faire un bilan. C'est ce que nous demandons. Le sous-préfet de Diamniadio, au lieu d'assurer son rôle de contrôle, a invité le président de la gare routière à présenter son bilan dans son bureau, ce qui est totalement anormal. Ce bilan devait être fait devant l'ensemble des acteurs du transport. Par la suite, il affirme disposer de 10 millions de francs CFA. Où sont passés ces 10 millions? Leurs activités, tout en laissant seulement 4 véhicules opérer librement. Face à cette situation, le sous-préfet et le maire ferment les yeux. Des accusations rejetées par le secrétaire municipal qui parle de propos sans fondement. Les lois et règlements de ce pays font que quand il y a un ouvrage public dans une collectivité territoriale, cette collectivité doit décider du mode de gestion de cet ouvrage-là pour éviter justement qu'il y ait de l'anarchie. Au seuil même de cette gestion-là, le maire avait exigé à ce que les rapports financiers de la gestion de ce GIE-là soient transmis à la commune chaque mois. Il était beaucoup plus simple de demander au maire ou bien au GIE de leur transmettre ces rapports-là au lieu de spéculer dans les médias. On leur aurait transmis de bon cœur peut-être ces rapports-là. S'ils veulent l'exploiter, qu'ils l'exploitent à deux fins. Mais ce qui est certain, c'est que nous, on a encore relevé, pour l'instant, aucune preuve de malversation de ces fonds. À Diamniadio, la gare fonctionne à nouveau, mais le différend entre certains acteurs du transport, autorités municipales et autorités administratives, est loin de connaître son épilogue. Je vous le disais en titre, du kush ou drogue dure découvert par la brigade régionale des stupéfiants de Dakar, mise en vente et fabriquée dans certains coins de la capitale sénégalaise. Cette substance est réputée dangereuse aussi bien pour la santé que pour la société. Aminata Baresso, Tcherno Laurent Mendy. C'est une nouvelle forme de drogue qui fait fureur à Dakar. Kush ou la drogue de la mort. Un mélange mortel fabriqué et vendu par un réseau international qui opérait à partir de la banlieue dakaroise. Il est noté au niveau de la société une percée inquiétante d'une drogue de synthèse appelée Kush. Le Kush, à l'origine, c'est une variété de chanvre indien qu'on retrouvait dans les montagnes entre le Pakistan et l'Afghanistan. Une descente de la brigade régionale des stupéfiants de Dakar a permis de mettre la main sur ces produits, des produits mélangés pour donner la fameuse drogue appelée Kush. Il a été pris à la devanture de son domicile avec 2 sachets, respectivement de 37 grammes et de 20 grammes de Kush. Par la suite, on a jugé nécessaire de le reconduire dans son domicile où la perquisition des lieux a été fructueuse avec la découverte de près de 2 kg de Kush, mais également une somme de près de 3 millions qui provenait de ces activités illicites.
Les cerveaux de la bande, des Sénégalais, Guinéens, Sierra-Léonais, mais également Chinois, la mise en circulation de cette drogue a déjà fait des catastrophes. Par la suite, il a été conduit au service et gardé à vue en compagnie de son principal revendeur qui est de nationalité guinéenne. Donc pour la provenance du couche, il déclare se ravitailler soit en Guinée ou au Sierra Leone. C'est ainsi que poursuivant les investigations, on a fait recours à des experts mais également à des techniciens en analyse criminelle. Vigilance, mais également collaboration avec les forces de l'ordre. L'appel du chef de la brigade des stupéfiants de Dakar, une démarche pour dénoncer, mais également mettre aux arrêts les malfaiteurs qui exploitent ce réseau et qui a des conséquences néfastes sur la société et le vécu des citoyens. Wolof, 1, 2, 3, 4. À Malika, les 3500 familles membres du collectif de la cité Abdoulaye Thiaw Laye ont rendu visite au khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye. Elle sollicite son entre-gens auprès des autorités étatiques en vue du règlement de leur litige foncier qui dure depuis maintenant plus de 10 ans. C'est en prélude au 146e appel de Seydina Limamou Laye, Aminata Ba, Ousmane Baldé. Ils sont 3500 familles plongées dans le désarroi qui réclament leur foncier. Estimé à près de 100 hectares, elles se sont mobilisées pour solliciter le soutien du khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye. Selon leur coordonnateur, Libas Diagne, ce litige dure depuis plus de 10 ans. On lui a fait part de la situation d'inquiétude, d'amertume et de confusion que nous vivons depuis plus de 10 ans maintenant, qu'il porte la voix des collectifs. Regroupés au sein du collectif de la cité Abdoulaye Thiaw Laye de Malika, ces familles dénoncent l'inefficacité des services compétents malgré les instructions des autorités. Elles fustigent également les lenteurs constatées dans la révision du PUD, plan d'urbanisme de détail. Les blocages les plus distincts se trouvent au niveau du ministère de l'urbanisme. On nous avait demandé de patienter que le PUD soit révisé. La révision est en cours, mais on ne peut pas, en cours de révision, délivrer des cutis dans la même zone. Ça, c'est incohérent. Nous, on l'a constaté. On a signalé ça aux autorités. Les victimes accusent directement le ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, de mutisme face à leurs doléances. Au ministre de l'Urbanisme, personnellement, moi, je le pointe du doigt. Il est la principale personne qui peut nous aider. Et vous vous permettez de faire une lenteur aussi. Mais je ne sais pas, je ne trouve même pas le terme. Père de famille, nous vous interpellons. Nous aussi, nous sommes des mères et des pères de famille, comme vous. Ayez un peu de pitié, un tout petit peu de pitié. 1500 familles acquéreurs de terrain à Malika ont remis tous les documents nécessaires au khalife général des Layènes. Elles espèrent que leur calvaire va trouver une issue favorable auprès des autorités étatiques à l'occasion du 146e appel de Seydina Limamou Laye. À présent, le cri du cœur des pêcheurs de la Grande Côte. Diogo, Mboro, Fass Boye et Lompoul se sont unis pour dénoncer le diktat des bateaux de pêche industriels. Ils pointent du doigt les autorités qui n'ont toujours pas respecté leur engagement. Reportage, Cheikh Anta Diop, Seyla Tir. Le secteur de la pêche va mal selon ces pêcheurs artisanaux de Fass Boye, Mboro, Lompoul, Potou et Kayar. La pêche artisanale vit des moments difficiles. De Kayar à Potou, en passant par Mboro, Lompoul, Fass Boye et les autres localités, les pêcheurs vivent au quotidien la destruction de leurs filets et autres engins de pêche par les bateaux de pêche industriels qui descendent nuitamment en dessus de la zone des 6000 pour commettre leur forfait. Cette situation a causé et continue causer trop des torts aux pêcheurs sénégalais, plus particulièrement les pêcheurs basés entre les localités citées plus haut. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, UNAPAS, exhorte les autorités à respecter leurs engagements. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, UNAPAS, rappelle aux autorités sénégalaises leur devoir de protéger les populations sénégalaises et leurs biens partout. Malgré les promesses de repousser les bateaux
de 12 000 nautiques lors des différentes campagnes électorales tenues en 2024. Les actuelles autorités du pays tardent à respecter leur engagement. La protection des métiers de la pêche, c'est ce que demandent ces pêcheurs de l'UNAPAS. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime est interpellé pour que le programme soit inscrit prioritairement dans son agenda. La 73e édition de la Ziara annuelle de Fass, initiée par Mame Rawane Ngom, va se tenir samedi prochain. Face à la presse, le comité d'organisation a prié l'État de les soutenir. Cette année, le calife de Pal veut que le message porte sur les cas de viol, de drogue et d'assassinat. Ousseynou Diop, Habib Sek. À quelques jours de la Ziara annuelle de Fass, le comité d'organisation a rencontré la presse pour faire le point. Serigne Alioune Badara Ngom, qui a parlé au nom du comité, a rappelé les messages forts du calife pour l'édition 2026. Il a demandé également de lutter contre tout ce qui concerne les violences dans les familles, les violences, les armées. L'autre thème important, c'est de veiller donc au respect du bien public. Notre société est minée depuis quelques années par des cas de viol, des agressions, la consommation de drogue, des cas de meurtre ou d'assassinat. Le calife de Seydi Hadji Rawane Ngom invite l'État sénégalais à sévir pour une meilleure organisation de la société sénégalaise. De sorte que les gens ne s'adonnent pas à certaines pratiques comme la consommation de la drogue, la consommation de l'alcool, qui peuvent détruire l'intelligence des gens et les empêcher de vivre correctement dans une société. Le comité d'organisation a également profité de son face-à-face avec la presse pour inviter l'État sénégalais à accompagner le comité pour une bonne organisation de la 113e édition de la Ziara de Fass. Nous attendons l'appui de l'UCG pour nettoyer la ville de Fass. Vous voyez, dans la ville, il y a beaucoup de gravats qu'il faut enlever. Et l'UCG a la possibilité de faire ce travail. D'autres engagements ont été pris par l'État, certains ont été réglés et nous attendons pour le reste. La Ziara annuelle de Fass aura lieu samedi prochain. Le comité d'organisation donne déjà le ton pour une meilleure organisation de la société sénégalaise. Les Peuls Ngaloum Kobe qui ont organisé une grande journée de mobilisation culturelle pour davantage se valoriser dans le Pakao. Ils veulent inculquer aux jeunes certaines valeurs. Ils ont donc organisé un forum de développement. Bakary Konté, Khali Gamé. Le gouverneur a tout fait. Et on le remercie. Compte tenu de la grève, vraiment les gens ont respecté et ça a réussi à 100%. Ils ont respecté la grève. On les remercie. Depuis les vendeurs de poissons, de légumes, qui ne font même pas partie de la corporation, mais ils disent que si le représentant... Toutes nos excuses pour cet élément malencontreux. Dans l'actualité politique, le débat sur la responsabilité gouvernementale continue de refaire surface entre devoir de réserve, solidarité gouvernementale et gestion des différends en interne. Des prises de position publiques suscitent de vives réactions. Écoutons Demba Gueye, qui est expert en analyse du discours. L'échec de la campagne arachidière en essayant de rejeter la responsabilité sur Cheikh Diba, ministre des Finances. Ce qui, à mon avis, est totalement injustifié, dans la mesure où, s'il y a un responsable dans l'échec de cette campagne arachidière, c'est bien Ousmane Sonko. C'est bien Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal. Et c'est bien Ousmane Sonko qui doit rendre compte de l'échec ou de la réussite de ce gouvernement. On ne peut pas accuser un ministre comme étant le responsable de l'échec d'un gouvernement. Ça, ce n'est pas possible. Il relève d'ailleurs de la responsabilité du Premier ministre de veiller à ce que tous les ministres fassent correctement leur travail. Si tant est qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du ministère des Finances, c'est au Premier ministre de veiller à ce que ces dysfonctionnements-là soient corrigés. Il n'a pas besoin de venir sur la place publique pour exposer ces problèmes, parce qu'en les exposant sur la place publique, il viole ce qu'on appelle le principe de la solidarité gouvernementale. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, Ousmane Sonko a violé ce principe ces derniers temps. Hier, c'était des accusations contre le président de la République, contre Abdourahmane Diouf. Aujourd'hui, c'est contre Cheikh Diba, ministre des Finances. Mais pour moi, à mon avis, c'est que le problème, ce n'est pas que Ousmane Sonko accuse Cheikh Diba. Le problème, c'est pourquoi Ousmane Sonko accuse Cheikh Diba. Du sport pour finir avec cette victoire de l'Algérie qui valide donc son billet pour les quarts de finale
après sa victoire, 1-0 face à la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le Sénégal poursuit sa préparation. Nous devons jouer le Mali ce vendredi. Les Lions se sont entraînés à huis clos cet après-midi. Nous retrouvons à Tanger notre envoyé spécial, Mamadou Ndiaye. Bonsoir Jean-Paul, bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, les huitièmes de finale se poursuivent ici au Maroc pour la CAN Maroc 2025. On a assisté tout à l'heure à la qualification de l'Algérie. L'Algérie a décroché sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire devant la RD Congo par 1-0. On attend encore l'autre match, l'autre huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je vous donne l'information de la tanière. Les Lions se sont entraînés cet après-midi ici au terrain annexe du Grand Stade de Tanger pour préparer le choc face au Mali prévu ce vendredi 9 janvier 2026 au Grand Stade de Tanger. La séance d'entraînement était à huis clos, sans la présence de la presse. On attend encore une autre séance d'entraînement demain, mais aussi c'est à huis clos pour bien préparer le choc face au Mali, un derby très attendu entre les deux sélections. Pour rappel que leur dernière confrontation en Coupe d'Afrique des Nations remonte en 2004 et c'était soldé par 1-partout. De l'autre côté, les Maliens aussi se sont entraînés, eux aussi, l'effectif est au complet pour bien préparer le choc ou bien le derby face au Sénégal. À noter que la Côte d'Ivoire mène actuellement par 2-0 devant le Burkina Faso. La Fédération sénégalaise de football à Tanger a lancé la plateforme Go Gaindé dans un contexte financier tendu, marqué par un déficit de 3 milliards de francs CFA et une dette de 900 millions de francs CFA. Abdoulaye Fall annonce des réformes axées sur la transparence et une meilleure gestion. Nous l'écoutons avec Mamadou Ndiaye. De la Fédération sénégalaise de football. Nous, sur le plan des performances sportives, je pense que tout le monde reconnaît quand même les avancées de la fédération avec l'équipe nationale. Mais sur le plan de la gouvernance, nous sommes un peu en retard. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment opérer cette transformation numérique de la Fédération sénégalaise de football et aussi sa modernisation. Et cette modernisation aussi concerne l'ensemble de ces structures. C'est-à-dire qu'il faut revoir tout le fonctionnement de la fédération jusqu'au bout et revoir les interactions entre la fédération et ses organes et ses partenaires. Donc c'est ça quand même ce qui explique vraiment ce lancement de cette stratégie Smart FSF 2028, qui est un projet extrêmement important qui repose sur 3 piliers essentiels qui sont la digitalisation, le renouvellement et le redimensionnement de certains projets de la fédération et ensuite la gouvernance et le financement. Ça, je pense que c'est un déficit que nous avons hérité de la fédération et ça ne date pas de maintenant. Le déficit était de 2,4 milliards si vous consultez les états financiers en fin 2024. Mais c'est un déficit qui concerne en partie une dette que nous avons héritée de 900 et quelques millions et ensuite un défaut de couverture sur le stade Demba Diop de 2 milliards et quelques. Voilà. Conçue par Aliou Mbaye, cette plateforme offre aux supporters et aux fans du ballon des solutions concrètes et innovantes en matière de ticketing et d'autres services similaires, ce qui va donc moderniser l'accès au match et va accompagner l'étalage dans le championnat. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndiaye. En place qu'on appelle Smart FSF 2028. L'idée derrière tout ça est de mettre le digital au cœur des grandes idées de la Fédération sénégalaise de foot pour créer non seulement de la valeur pour la fédération, mais aussi pouvoir démocratiser les activités de la fédération un peu partout au Sénégal. C'est une stratégie pour la fédération de moderniser quand même tout ce qui Ah oui, une excellente stratégie. Je prends le Maroc comme modèle. Exemple, je pense que nous sommes là depuis un moment. On a suivi un peu les avancées du Maroc. J'ai donné tantôt
l'exemple, quand j'ai vu qu'il y a les représentants américains avec le bureau fédéral américain qui étaient venus ici pour justement faire ce qu'on appelle du bench, regarder comment est-ce que les Marocains ont réussi un tel événement. Parce que, souvenez-vous que les Américains vont bientôt organiser la Coupe du Monde au mois de juin. Donc, le Maroc l'a réussi grâce au digital. C'est le digital qui est au cœur de tout ce qu'ils sont en train de faire, malgré les belles infrastructures qu'ils ont aujourd'hui. Donc, la stratégie correspond au monde actuel du foot. Quiconque gagne en fait le jeu du digital. L'objectif minimum est atteint par les protégés de Pape Thiaw, à en croire un ancien international, Khalidou Fadiga, qui fait partie de l'attelage de la Fédération sénégalaise de football. Les Lions sont en train de monter en puissance, ils ont bien démarré, même si des ajustements sont nécessaires. Nous l'écoutons avec Mamadou Ndiaye. Pour nous, c'était d'abord dans un premier temps de bien figurer sur les matchs de groupe, avec différents objectifs. Le premier objectif, c'était d'abord de nous qualifier. Et puis ensuite, le deuxième objectif, c'était de terminer premier de notre groupe pour rester dans nos bases sur lesquelles on a déjà pris nos habitudes. Et ensuite, on a eu ces deux premiers objectifs qui ont été atteints. Et le troisième, c'était de nous qualifier contre le Soudan, chose qui a été faite et d'une très belle manière. Et maintenant, nous sommes focalisés sur le prochain match contre l'équipe du Mali, les Aigles du Mali. Ce ne sera pas facile. Mais je pense que voilà, en tout cas, on essaie de mettre tous nos atouts, que ce soit la fédération, que ce soit le sélectionneur et bien entendu les acteurs, les joueurs sur le terrain. On connaît la qualité de jeu de cette équipe malienne pour laquelle on a énormément de respect. Mais comme on le dit, nous, on prend tout le monde avec énormément de respect. Nous ne sommes pas des outsiders, vrai est-il, mais nous sommes peut-être des favoris, mais nous sommes des favoris humbles, nous sommes des favoris réfléchis, nous sommes des favoris déterminés. Et sur ça, nous allons essayer de faire le maximum pour essayer de passer. Fortement, je pense que les résultats parlent d'elles-mêmes, les qualifications parlent d'elles-mêmes. On gagne, on avance. Après, bien sûr, il y a toujours, comme je le dis, dans le football, dans le monde du football, on partage la même passion, mais on n'aborde pas les choses de la même manière. Un président de club ou de fédération n'aborde pas le match de la même manière que son sélectionneur. Le sélectionneur ne l'aborde pas de la même manière que les acteurs, les joueurs. Donc voilà, nous sommes des compétiteurs dans l'ensemble, dans l'entièreté. Donc pour nous, le plus important, c'est vraiment la finalité du match. Et la finalité du match, c'est de toujours passer le prochain palier. Je ne pense pas que vous seriez d'accord si on produisait, si vous voyez une équipe dans laquelle vous supportez à base de petits ponts, de grands ponts, de sombreros et trucs, et de finalement perdre. Et d'autres équipes. C'est tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mais restez avec nous dans un instant. Soir d'info, nous recevons Ousmane Sène, directeur du WARC, le Centre de recherche ouest africain.